dû interrompre un repas agréable pour nous rejoindre à cette reprise. Donc merci au réseau Coréade et au collectif CRAG de m'avoir invité à intervenir auprès de vous ce début d'après-midi sur une thématique inhabituellement présentée dans le cadre de Addiction et Grossesse et qui est celle du cannabis et grossesse. Or, inhabituellement présenté parce que sans doute le cannabis est d'introduction récente dans notre pays, si bien que la plupart du temps, les jeunes femmes qui étaient en train d'être suivies pour une grossesse n'étaient pas consommatrices, l'avaient éventuellement été quelques années auparavant, mais ces consommations finalement s'étaient interrompues, si bien qu'il n'y avait pas de raison non plus de faire la chasse, si j'ose dire, à ce type d'usage. Mais les choses ont complètement changé, puisque tout au long des années 90-2000 à peu près, il y a eu un triplement des niveaux d'usage en France, et cette tendance s'est un petit peu poursuivie au début des années 2000, ce qui fait qu'actuellement, la prévalence, la vraisemblance qu'un certain nombre de jeunes femmes enceintes que vous pouvez recevoir utilisent du cannabis et des difficultés, le cas échéant, à l'interrompre pendant la grossesse, est une vraisemblance assez forte. Or, on va voir, ce qui était un élément peu connu, que l'utilisation de cannabis pendant la grossesse peut entraîner des dommages. Et ce qui a été dit ce matin à propos de l'alcool est un point important, c'est-à-dire des dommages peuvent être immédiats, un peu comme avec le tabac, notamment une certaine hypotrophie, mais ce sont surtout des dommages au niveau du neurodéveloppement. Si bien que les complications, quand elles apparaissent, vont apparaître de manière différée chez l'enfant et chez le jeune adolescent, avec des troubles de conduite, de l'impulsivité, des troubles d'attention, ce qui a été évoqué un petit peu tout à l'heure à propos de l'alcool. Si bien que beaucoup de personnes, d'ailleurs, et c'est un point important, qui ne cessent pas d'utiliser du cannabis pendant la grossesse, utilisent éventuellement de l'alcool et vice-versa, si bien qu'il y a évidemment des variables de confusion tout à fait importantes. Alors je vais voir si la machine fonctionne, j'espère. Pour le moment, c'est pas terrible, je réessaye. C'est vraiment pas terrible, je réessaye. Oui, c'est allumé. Ah, ben voilà, comme quoi. Donc voilà la diapo d'entrée. Elle était plus jolie en vrai, parce qu'il y avait des... Je vais faire comme la dernière intervenante, je crois que je vais faire des signes. Ah, un plan. Donc, quelques mots de rappel sur le cannabis. Ensuite, ce que je vous disais brièvement tout à l'heure, quelles sont les données dont on dispose sur les usages de cannabis chez les femmes en général et pendant la grossesse. On a des données américaines, on a quelques données françaises, notamment de Marseille. Les risques immédiats et surtout les risques différés, comme je vous le disais, avec toute la question du cannabis et du neurodéveloppement. Et alors une question qui intéresse particulièrement les psychiatres comme moi, c'est qu'on se rend compte aussi que ce trouble du neurodéveloppement peut être un facteur de risque et même un facteur causal pour un certain nombre de troubles mentaux, et notamment l'autisme et des troubles psychotiques. Et puis quelques éléments de conclusion. Tiens, ça marche du coup. Donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Actuellement, on est aux alentours de 20% des femmes entre 18 et 25 qui ont consommé du cannabis dans l'année. 7% des femmes, tous âges confondus, ont fumé du cannabis dans l'année, rare après 45 ans néanmoins, et 4% en ont utilisé dans le mois écoulé. C'est rare après 45 ans, ce qui veut dire que la plupart des consommatrices dont on parle, ces pourcentages-là, sont concentrés chez des jeunes femmes, donc des femmes en âge de procréer. Or, il y a des problèmes éventuels qui ont été relativement bien identifiés, mais qui sont parfois pas très bien connus par les professionnels et encore moins par les usagers. Alors, quelques rappels sur le cannabis. C'est une vieille substance, hein, c'est une plante qui est assez bien connue par l'homme, puisqu'elle est, sous sa forme actuelle, elle remonte à peu près à 8500 ans en arrière, et l'homme a commencé à l'utiliser d'emblée pour des fins médicinales et des applications en fait psychotropes. Et notamment, on se rend compte que, vous voyez, dans des recherches archéologiques récentes, ça c'est dans Science 2019, on se rend compte qu'il y a plus de 2500 ans, par exemple, dans des cimetières du centre de l'Asie, on retrouve volontiers des traces de brûleurs. Et maintenant, on est capable d'analyser ce que brûlaient les anciens. On pensait qu'ils brûlaient des plantes fumigènes, de l'encens, etc. Non, la plupart du temps, ils brûlaient du cannabis pour faire des fumigations et des inhalations de cannabis à des fins psychotropes. Donc le cannabis a sans doute été utilisé d'abord pour ces fins psychotropes et non pas pour faire des cordes, contrairement à ce que pensent les
fabricants de chanvre. En l'occurrence, le cannabis agit ensuite sur l'organisme et a des capacités psychotropes, puisqu'il va se connecter sur deux types de récepteurs, essentiellement les CB1, donc cannabinoïde 1, et les 2. Alors les 2, c'est plutôt des récepteurs du système immunologique, donc on passe. En revanche, c'est les 1 qui nous intéressent, parce qu'ils sont dans vous voyez, c'est le bleu clair, ils sont évidemment dans le système cérébral. Si bien que la découverte de ces récepteurs, qui est relativement récente, nous a indiqué que s'il y avait des récepteurs, c'est parce que nous avions des médiateurs qui permettaient de se connecter sur ces récepteurs. Ce qui signifie en clair que nous fabriquons des cannabinoïdes endogènes, des endocannabinoïdes, qui sont bien identifiés. Maintenant, vous tous, là, nous tous, moi inclus, on fabrique des cannabinoïdes dans notre cerveau qui vont connecter là-dessus. Et, si vous retenez une première phrase de mon intervention, c'est que si on inonde le cerveau de cannabinoïdes exogènes, en fumant du hashish, par exemple, par feedback, par rétroaction, il va y avoir un effondrement de notre fabrication de cannabinoïdes endogènes, ce qui est classique. Or, ce sont les cannabinoïdes endogènes qui sont utiles pour nous, et notamment pour le neurodéveloppement, et qui sont un facteur de protection du neurodéveloppement. Si bien que plus on consomme du cannabinoïde exogène, plus on va diminuer en fait l'efficacité de ces facteurs protecteurs du neurodéveloppement. C'est la clé de tout ce que je vais vous présenter ensuite. Je vise mieux? Non, si. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire, donc je passe. Les effets immédiats du cannabis, vous les connaissez, euphorie, accélération de la pensée, sensation de détente, de calme, de relaxation, d'hyperpotentialité, etc., etc. Les seuils sensoriels sont abaissés, les consommateurs se décrivent hyperperceptifs par rapport à la musique, par exemple. Certains peuvent même avoir des sensations d'insight un peu transcendantales, avec des expériences qu'on voyait chez les poètes du 19e, mais qu'on rencontre encore pas mal chez des jeunes un peu perchés. Et puis, par ailleurs, il y a des éléments négatifs qu'on connaît aussi, ce sont les altérations cognitives, notamment sur la concentration, l'attention, ce qui peut être générateur d'accidents, évidemment, d'accidents de la route. Les malaises vagos que décrivent pas mal de jeunes, ce qu'ils appellent les crises blanches, donc une espèce de nausée, de malaise un peu important. Et puis dans certains cas, il peut y avoir des complications plus sévères, soit aiguës avec des attaques de panique, un peu de parano, soit alors aiguës mais beaucoup plus embêtantes avec des troubles délirants, qui ont été remarqués dès le 19e siècle par la psychiatrie française, où le hashish était utilisé comme modèle de troubles délirants. Or, les effets négatifs, vous les verrez, c'est un peu ce que je viens de raconter. Parmi les effets négatifs par rapport à un usage chronique, évidemment, l'un des premiers effets négatifs, c'est qu'il y a un risque de s'accrocher, donc de présenter un trouble de l'usage de cannabis avec une dépendance. Ça, c'est un point important, parce que conformément à ce qui a été dit ce matin, un certain nombre de jeunes femmes sont non seulement usagères de cannabis, mais sont dans un trouble de l'usage de cannabis. Si bien que quand on leur conseille de diminuer ou d'arrêter, si on a fait du repérage, c'est peut-être pas si simple pour elles. Et elles vont être en difficulté avec ça, et donc le tout est de pouvoir en parler. Et puis évidemment, ce qui est extrêmement problématique, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, enfin au milieu, là c'était en rouge, c'est qu'il a été bien repéré l'impact délétère sur le neurodéveloppement, c'est reconnu au plan international, et y compris chez les consommateurs quand ils sont adolescents, et plus ils commencent tôt, le risque accru de présenter des troubles psychiatriques sévères, et notamment des troubles psychotiques, la schizophrénie. Alors là, j'ai brûlé les étapes, comme mes camarades. Ça, c'est un rappel sur l'aspect dépendance. On sait à peu près que la dépendance au cannabis qui était contestée concerne à peu près 10% des consommateurs de cannabis. Alors, comme il y a beaucoup de consommateurs de cannabis actuellement, 10%, ça fait du monde. Nicolas Pris, ce matin, racontait que les usagers quotidiens, qui pour la plupart sont dépendants, pas tous, mais enfin la plupart sont dépendants, c'est 900 000 actuellement personnes en France. Donc, ça représente beaucoup de monde. Alors, c'est le cas de plus de 16% de ceux qui ont commencé pendant l'adolescence. Donc, plus on commence tôt, plus on a de risques de s'accrocher. Et d'environ, donc, au moins 50% des usagers quotidiens. On décrit bien un syndrome de sevrage. Un point important à voir, c'est vers le bas. C'est que, sans doute du fait que le neurodéveloppement, on le verra plus loin, est particulièrement actif pendant l'adolescence, l'exposition précoce à des cannabinoïdes exogènes pendant cette période accroît le risque de dépendance. C'est ainsi qu'un usager sur 6 ayant débuté pendant l'adolescence sera dépendant à 24 ans. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de monde. Et chez les dépendants du cannabis, la dépendance met 5 ans en moyenne à s'installer contre 10 ans pour l'alcool. C'est un accrochage qui est un petit peu plus rapide, comme c'est classique avec les produits fumés en fait. Et c'est ainsi que la plupart des personnes dépendantes du cannabis le sont devenues tôt, avant 25 ans.
Donc vous voyez l'impact de ces données par rapport à la population des jeunes femmes en âge d'avoir des enfants. C'est dans ces âges-là, en fait, qu'on risque de retrouver le plus de personnes dépendantes, en fait, qui vont être le plus en difficulté pour contrôler leur consommation. Grossesse et cannabis, ça c'était quelque chose que j'avais fait en 2014, avec Myriam d'ailleurs. À l'époque, on travaillait beaucoup avec le GEGA, puisqu'il était évoqué ce matin qu'on avait travaillé avec le groupe Grossesse et Addiction dans les temps héroïques sur les bénéfices incontestables de l'arrivée des traitements de substitution pour les femmes enceintes dépendantes des opiacés. Mais le professeur Lejeune, donc, qui était à la maternité Louis Mourier, s'était intéressé aussi aux autres usages. Et donc, on avait beaucoup travaillé sur tabac et grossesse avec Michel Delcroix, celui qui a fait le que sais-je sur tabac et grossesse d'ailleurs. Et ensuite, Lejeune et Evelyne Mazurier, qui avaient travaillé sur ce thème-là, qui travaillaient à Montpellier, s'étaient vraiment intéressés à la question cannabis et grossesse, pour laquelle, à l'époque, on était relativement investi. Ça, alors, je reviens à ça, c'est une diapo importante qui remonte à cette époque-là, d'ailleurs. C'est une vraie déclaration d'une patiente que j'ai reçue à l'époque. Comme je suis enceinte, j'ai voulu arrêter la cigarette et j'y suis arrivé. Maintenant, je ne prends plus que des buzz, 2 ou 3 le soir, et grâce à ça, je ne fume plus du tout de tabac, je vomis moins aussi. Et puis, comme ça me détend, c'est cool pour le bébé, je dors mieux, je suis plus sereine. Donc voilà, typiquement, des déclarations qu'on entend, qui traduisent bien la méconnaissance complète du risque, le repérage un peu plus important du risque lié au tabac. Donc on verra quelles sont les réponses que vous pourriez donner. Donc il faut dire bravo, félicitations, c'est une excellente chose. À propos, on peut discuter aussi, etc. Alors là, vous voyez un argument pour le cannabis, mais on y reviendra tout à l'heure. C'est que dans les médecines traditionnelles, le cannabis était prescrit pour les femmes en période de grossesse. Et c'est resté vrai aux États-Unis jusqu'aux années 30-50, tout simplement, parce que ça diminue les vomissements, y compris les nausées, les vomissements gravidiques. Si bien que dans la culture pré-médicale des médecines traditionnelles, et même médicale jusqu'au milieu du XXe siècle, pratiquement aux États-Unis, finalement, le cannabis pouvait être prescrit pendant la grossesse, parce qu'il a des effets bénéfiques qui sont perçus par les jeunes femmes, comme vous avez vu tout à l'heure, la déclaration de celle-ci qui disait bien que ça l'apaisait par rapport au stress et par rapport aux nausées. Alors, au niveau d'usage, suspense. Ah, voilà ce que je vous disais sur les usages traditionnels. Décidément, voilà. Ah, on s'approche. Donc, ah, j'arriverai pas. C'est le laboratoire Lilly qui fabriquait ces excellents remèdes à base de cannabis. Et vous voyez que le nom dysménine indiquait bien aussi que c'était utilisé dans les douleurs gynécologiques, les douleurs des règles. Et c'est également un médicament donc, qui était utilisé dans le cadre d'un suivi de grossesse. Alors après, vous allez voir les données d'évolution aux États-Unis, des usages. On peut peut-être essayer de passer la diapo. Voilà. Et en l'occurrence, ça c'est des études récentes, 2019, qui montrent que vous savez que les conditions légales d'utilisation du cannabis ont évolué dans beaucoup d'États, que cela soit dans certains États pour le cannabis médical et dans d'autres États pour le cannabis récréatif. Tout ceci a conduit globalement à une augmentation des niveaux d'usage, pas nécessairement des niveaux avec dépendance, mais donc il y a eu des études qui ont pu comparer l'usage du cannabis médical et du cannabis récréatif chez les femmes enceintes aux États-Unis entre 2002 et 2017. Donc 2002, schématiquement, c'était avant les lois de légalisation, donc c'est ce qui est en bleu foncé. Et 2017, c'est en bleu clair, c'est notamment suite aux assouplissements réglementaires dans beaucoup d'États des États-Unis. Et donc globalement, pendant la grossesse, là j'ai rien fait, ça a tourné tout seul, c'est extraordinaire. Hop, on va essayer de revenir en arrière, voilà. Ah, je crois que les messieurs ont pris la main. Là. Donc en l'occurrence, vous voyez qu'en 2002, en moyenne, c'était 3,4% des femmes qui utilisaient du cannabis pendant leur grossesse. Et qu'en 2017, on est passé à 7%. On retenait ce chiffre à 7% parce qu'on n'a pas de données en France. Mais heureusement, il y a une étude qui a été faite par une jeune sage-femme à Marseille avec une étude systématique auprès de tous les usagers parce qu'on a des études nationales
mais qui sont faites par questionnaire, un peu anonyme, etc. Donc vous verrez tout à l'heure, c'est des chiffres de prévalence assez faibles. En revanche, on se rend compte que quand c'est une sage-femme en cours de formation qui va interroger systématiquement les jeunes femmes qui viennent la voir pendant leur grossesse, on monte à peu près à 10% à Marseille il y a quelques années. Donc vous avez une idée du niveau qu'on peut voir. Alors l'autre point important, si j'arrive à éclairer, décidément, voilà, c'est en haut, vous voyez, alors j'essaie d'avoir la petite lumière, hein. Ah non, j'y arriverai pas. On revient en arrière d'un cran. Miracle. Voilà, premier trimestre, c'est là où il y a l'augmentation la plus nette. Ensuite, on voit que la plupart des femmes arrivent à réduire, donc la prévalence, décidément ce truc, la prévalence se diminue. Néanmoins, le premier trimestre, c'est embêtant, parce que comme on vous l'a dit ce matin, c'est un moment clé vraiment pour la différenciation des organes, la différenciation cellulaire, notamment la maturation des pré-neurones. Et donc, c'est évidemment très, très embêtant. Alors la suivante, c'est celle-ci, c'est les tendances donc entre 2002 et 2014, et vous voyez l'augmentation régulière. Un point important, c'est que vous voyez la prévalence, si vous centrez chez les 18-25 ans, vous arrivez à des prévalences qui sont aux alentours de 12 à 14% dans les données américaines. C'est-à-dire la moyenne, ça se rapproche de 8%, mais en fait, chez les femmes les plus jeunes, à ce moment-là, c'est là où vous retrouverez le plus fort pourcentage de jeunes femmes qui continuent à utiliser finalement du cannabis pendant la grossesse. Ce qui est peut-être en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est dans ces tranches d'âge-là qu'on a affaire à plus de dépendantes aussi, donc il y a sans doute plus de difficultés à arrêter, qui font ce qu'elles peuvent. Beaucoup d'entre elles y arrivent. Néanmoins, souvent, il leur faut un trimestre pour y arriver, ce qui veut dire que, justement, il y aura une exposition pendant le premier trimestre. On continue. Ça, c'est les données d'usage chez les femmes en France, pour le coup, où on sait que c'est plutôt des usages masculins, mais les niveaux chez les femmes sont en train d'augmenter. Le sexe ratio, qui était de 2,6 en 2014, n'était que 3,9 en 2005, ce qui veut dire qu'en 2005, il y avait 4 hommes pour une femme à peu près, et actuellement, c'est plus que 2 hommes 6 pour une femme. Ce qui veut dire que la part relative des femmes parmi les fumeurs est en voie d'augmentation. C'est typiquement un comportement qui est en train de se développer chez les jeunes femmes du fait de l'évolution sociologique que nous connaissons tous sur les identités de genre et les inégalités entre les sexes. Ça, c'était toujours d'autres données de l'OFDT qui montrent là aussi que c'est évidemment chez les 18-25 que actuellement c'est le plus fréquent, mais qu'il faut commencer à y penser chez les 26-34 et même chez les plus de 35. Et il faudra y penser de plus en plus, parce que même si actuellement l'expérimentation de cannabis diminue chez les jeunes, ce qui se passe là, en fait, c'est l'effet des expérimentations qui ont eu lieu il y a 10 ans ou 15 ans, où là, c'était en pleine ascension. Ce qui fait qu'il y a un effet de translation générationnelle, qui fait que le pourcentage de fumeuses de cannabis chez les 26-34 et 35-44 va augmenter chez les femmes, quoi qu'on fasse. Hein. C'est lancé, la machine est en route. Alors ça, c'est l'étude de cette jeune sage-femme de la maternité du centre de Marseille, Flora Hernandez, qui est une étude tout à fait remarquable, parce qu'elle a pris le temps donc d'aller interviewer des parturientes à l'hôpital de la Conception, je crois, ouais, en 2017, avec une bonne participation. Elle a vu 543 femmes, etc., etc. Donc dans 53% des cas, à peu près, la consommation de cannabis pendant la grossesse était de l'ordre d'une fois par jour. 25% disaient consommer du cannabis plus d'une fois par jour, 16% plusieurs fois par semaine, et environ 2% exceptionnellement. 62% des parturiantes pensaient que la consommation de cannabis pur n'était pas dangereuse. Souvent, elles considèrent que c'est les produits de coupage qui éventuellement peuvent être dangereux, mais elles exonèrent le cannabis pur, donc le THC, de responsabilité dans d'éventuels problèmes, alors que c'est le THC, on le verra tout à l'heure, qui peut être responsable des problèmes neurodéveloppementaux. Et chez les consommatrices régulières, la consommation de cannabis avait encore tendance à être plus fréquente pendant la grossesse, ce qui est l'inverse du tabac. Alors ça, c'est un point important. Vous vous souvenez de la déclaration de ma jeune femme tout à l'heure? C'est une tendance. C'est-à-dire, c'est ce qui a été retrouvé chez des centaines de jeunes femmes. Elles sont conscientes du problème cannabis, donc elles diminuent ou elles arrêtent le cannabis. Elles sont moins conscientes du problème, l'inverse, tabac.
je voyais des signes désespérés, merci Eliane. Donc elles sont conscientes du problème lié au tabac, donc elles essayent d'arrêter, de diminuer le tabac, il y a des patchs et des machins, bon. Et donc ça diminue. En revanche, elles sont moins conscientes du problème lié au cannabis, et à ce moment-là, on risque d'avoir une tendance au contraire à l'augmentation du niveau de cannabis, d'autant plus qu'un sevrage tabac non accompagné, s'il n'y a pas de patch, va créer globalement une tendance à consommer quelque chose par substitution, donc le cannabis est tout rêvé. Si bien que vous avez une autre courbe qui est intéressante, toujours de cette jeune femme, on va revenir en arrière, voilà, c'est celle du haut, où on se rend compte, comme par enchantement évidemment, que celle qui arrive à arrêter le cannabis, c'est celle qui en utilisait peu, qui en utilisait occasionnellement, donc qui n'était pas dépendante. En revanche, celles qui en consommaient tous les jours, celles qui ont le plus de risque d'être dépendantes, leur consommation augmente. Par effet substitutif, gestion du stress, gestion des vomissements, banalisation de l'usage, système de compensation, parce qu'on n'a plus le droit de boire du champagne, on ne peut plus boire du vin rosé de Provence, on ne peut plus fumer du tabac, il reste le cannabis pour peu qu'il soit propre. Or, les risques, il y en a quelques-uns en périnatalité, mais enfin bon, il n'y a pas de malformation, à différence de ce qu'on a vu avec l'alcool. Enfin, on ne disait pas de malformation, il y avait une autre expression. Pas dysmorphie en tout cas. Mais il y a une petite hypotrophie, en moyenne 100 grammes, c'est l'ensemble des études qui tendent à démontrer ça. Il peut y avoir un petit syndrome de sevrage pour les fumeuses au-delà de 5 joints et plus par semaine. Chez le nouveau-né, il peut y avoir quelques troubles du comportement, du sommeil, mais surtout, et c'est ce sur quoi je vais insister tout à l'heure, il va y avoir des risques en termes de neurodéveloppement et d'effets délétères différés, c'est-à-dire au moment de l'enfance ou au moment de l'adolescence, exactement comme ça a été expliqué ce matin par notre ami neuropédiatre à propos de l'alcool. Alors il y a 3 études importantes de cohorte. Alors celles qui sont vraiment les références totales, c'est les 2 premières, donc celle d'Ottawa et celle de Pittsburgh, donc qui ont suivi beaucoup de femmes enceintes et leurs enfants pendant des dizaines d'années, ce qui fait que maintenant, à chaque fois que je refais ce type d'intervention espacée de 5 ans ou 6 ans, je vois les nouveaux articles et je suis le devenir de ces enfants qui grandissent, qui au début étaient des petits bébés et qui maintenant sont de grands Américains, de grands Canadiens. Et donc c'est sur la base de ces études de cohorte que l'on peut savoir en fait, au-delà des données immédiates au moment en périnatalité, ce qu'ils deviennent ensuite à terme. Alors à terme, dans mon sens, là, c'était au moment de l'enfance ou au moment de l'adolescence. Voilà. Donc là, vous avez une méta-analyse qui est sortie il y a relativement peu. Là, il y a ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des éléments qui peuvent être repérés au niveau de la naissance, au niveau du développement fœtal, au niveau du développement néonatal, mais c'est surtout là que ça va se compliquer. C'est-à-dire, on se rend compte qu'à l'âge de 6 ans, il y a beaucoup plus d'enfants qui présentent des troubles d'hyperactivité, de l'impulsivité, des inadaptations intellectuelles, des problèmes de mathématiques, enfin ce qui a été évoqué ce matin, également des problèmes visuoperceptifs, par contre, ça c'est assez spécifique au cannabis, et l'étude de Pittsburgh, pareil, plus d'impulsivité, plus d'hyperactivité. Alors évidemment, troubles des conduites, hein, ça a été dit ce matin, impulsivité, difficulté d'adaptation, difficulté d'insertion sociale, on va vers des troubles des conduites et éventuellement délinquance, etc. Plus de problèmes aussi en matière de raisonnement abstrait, etc. Et par ailleurs, d'autres études que je vais vous montrer tout à l'heure montrent, mais c'est assez logique et cohérent, sur les mêmes travaux de cohorte, qu'il y a un risque accru, Myriam l'évoquait ce matin, de devenir également addict pour ces jeunes-là, c'est-à-dire des enfants qui sont nés pendant que leur maman continue à consommer du cannabis pendant la grossesse. Alors ça, c'est une étude de Gunn, c'est le même truc, qui montre quand même qu'au moment de la naissance, donc c'est des enfants qui ont les fameux 100 grammes en moyenne inférieure, ils ont plus de risques aussi de passer en soins intensifs de néonat. J'essaye de passer, voilà. Ça, c'est une autre étude, mais qui dit la même chose. Donc vous voyez, c'est cohérent, encore une fois. Alors un élément important, c'est que toutes ces études observationnelles en cohorte souffrent évidemment d'une limitation importante qui est le risque, je vais essayer de revenir en arrière, qui est le risque d'avoir des variables de confusion. C'est-à-dire des jeunes femmes qui continuent à consommer du cannabis pendant la grossesse, mais c'est aussi le cas de celles qui consomment de l'alcool pendant la grossesse, sont souvent des jeunes femmes qui présentent un trouble de l'usage. Et les jeunes femmes qui présentent des troubles de l'usage sont souvent des jeunes femmes qui ont des trajectoires personnelles difficiles,
au plan social, au plan de leurs relations de couple, au plan de leur enfance, au plan du stress, du trauma, etc. Ce qui fait que la consommation de produits pendant la grossesse peut être un problème en soi, évidemment, mais doit être lu également comme le symptôme éventuel de difficultés psychologiques ou sociales antérieures, qui en elles-mêmes, indépendamment de la consommation de produits, peuvent être génératrices de troubles périnataux et de troubles au moment de l'enfance et de l'adolescence. Donc c'est tout le problème des variables de confusion, les confounding, ce qui fait que la plupart de ces cohortes essayent de les neutraliser avec des modèles mathématiques qui essayent de paramétrer tout ce qui est inégalité sociale, antécédents psy, antécédents de stress, etc., pour essayer de mesurer l'effet direct et exclusif de la substance. Néanmoins, il y a toujours un risque de confusion. Donc je passe, parce que ce sera un point à reprendre en conclusion. Alors ça, c'est toujours des études de cohorte, ce que je vous disais, c'est-à-dire l'exposition prénatale au cannabis est un facteur prédictif d'usage de cannabis à 14 ans. Donc il y a un risque accru pour l'enfant de devenir lui-même usager. C'est un facteur prédictif de conduite délinquante à 14 ans, ce qui était dit tout à l'heure sur les troubles des conduites. Les troubles des conduites en psychiatrie, DSM-5, c'est l'équivalent de conduite délinquante en jargon juridique. Alors que retenir? Ben, c'est ça. Avec au milieu la comorbidité alcool-tabac, faible niveau socio-économique, c'est en soi des facteurs de risque, de toute façon, indépendamment du rôle direct des molécules. Et donc la question des perturbations neurodéveloppementales. On m'a demandé de rajouter un petit élément sur l'allaitement, donc je le fais avec plaisir. Une différence par rapport au tabac, c'est que quand une maman on continue à fumer du cannabis pendant qu'elle allaite son gosse. Avec le tabac, souvent, il aurait conseillé d'allaiter avant de fumer une cigarette ou de fumer la cigarette après, et ça sera éliminé. Le problème avec le cannabis, c'est un bon conseil. Le problème avec le cannabis, c'est que même si la maman n'en fume plus, on va en retrouver encore dans son lait 6 jours après. Donc il y a une inertie, parce que le cannabis est lipophile, il se fixe sur les tissus graisseux. Donc le cerveau, mais évidemment le lait... Le lait, c'est parfait. Et alors, c'est des doses évidemment très faibles. Au niveau cérébral, ça a été étudié. Au niveau cérébral du bébé, ça va être le centième à peu près de ce qu'on retrouve au niveau cérébral de la maman. Mais le bébé accumule. Ce qui fait qu'on a analysé maintenant, recherché du cannabinoïde dans les fesses du bébé, et on en trouve beaucoup. Ce qui fait que c'est à déconseiller. C'est à déconseiller. Le moins, c'est le mieux. Donc prudence, arrêter, ou en tout cas fortement diminuer, espacer les prises, c'est les recommandations des pédiatres américains. Alors après, vous avez une superbe diapo, mais vous n'avez pas, celle-là elle est pas mal, c'est les heures après la consommation de cannabis, le délai pendant lequel on va continuer à trouver du cannabis dans le lait de la maman. Et donc vous voyez que pour un certain nombre d'échantillons, ça va à 144 heures. Et en tout cas, que pour la majorité des échantillons, on en retrouve encore 48 heures après, de manière significative. Donc 48 heures, c'est long. Ça, c'est mignon, je trouve. Alors, les intoxications aiguës pédiatriques, ne pas les perdre de vue. C'est un problème qui monte massivement aux États-Unis avec la banalisation du cannabis, surtout par voie orale, sous forme de bonbons, de choses comme ça. C'est émergent aussi en France, ça a d'abord été repéré à Toulouse. Et ça se répand maintenant. C'est une des causes principales d'intoxication accidentelle en France, en fait. Donc il faut rappeler aux mamans qu'après la naissance, il faut faire gaffe, il ne faut pas trop laisser traîner de cannabis à portée de bouche et à portée de main des enfants. Alors à Bordeaux, par exemple, un enfant sur 4 admis aux urgences pédiatriques après avoir ingéré du cannabis nécessite une prise en charge en réanimation. Donc c'est des intoxications sévères. Il n'y a pas eu de mort en France, mais des intoxications sévères qui peuvent entraîner des jours de coma, ce qui est quand même très, très embêtant. Alors ça, c'est les formes américaines en bas. Donc vous voyez, même le Colorado a interdit les formes en bonbons sous forme d'oursons en sucre, parce qu'évidemment, ils pouvaient attirer encore plus les gamins. Ça, c'est une donnée française qui sont publiées dans Pediatrics et qui montraient que le maximum d'intoxication chez des enfants entre 12 et 16 mois à peu près. Donc pareil, c'est des choses qu'il faut avoir en tête pour pouvoir le glisser aux jeunes mamans. Parce que pareil, ils ne savent pas en fait. Et après, ça peut être vraiment très, très embêtant. J'essaye de continuer. Ça augmente, vous voyez, la prévalence. On passe aussi, ça c'est les comas. Donc voilà, neurodéveloppement.
Et en fait, la clé, il y a eu des gros articles maintenant de fondamentaux qui montrent bien, on ne savait pas trop à quoi servaient les endocannabinoïdes, à vrai dire. On se disait, s'il y a une circuiterie cannabinoïde, c'est que ça sert à quelque chose. D'autant plus qu'elle est quasiment universelle chez les animaux un peu développés. On se disait, ça ne peut pas être simplement pour régler la température, ou l'émotion, ou l'humeur, ou l'appétit, ou les nausées, des choses comme ça. Et en fait, maintenant, il est à peu près établi que la fonction, sans doute, essentielle des endocannabinoïdes, et celle qui a contribué à leur succès, en fait, dans l'histoire de l'évolution des espèces, c'est qu'elles contribuent justement au neurodéveloppement et à améliorer la connectivité neuronale. Donc, ceux qui veulent lire, parce que là, je vais passer très vite. Voilà. L'essentiel, c'est ça, c'est que les récepteurs endocannabinoïdes sont repérables dans le cerveau fœtal dès la 14e semaine de gestation. Donc, ils apparaissent très tôt. C'est là où, vraisemblablement, ils jouent un rôle majeur. Ils commencent à jouer un rôle majeur de protection et de facilitation de connexion sur toutes les migrations neuronales, même sur le cytosquelette des neurones. Enfin, c'est vraiment un élément absolument essentiel. Et donc, l'exposition prénatale à des cannabinoïdes exogènes quand la maman est en train de fumer, puisque ça passe évidemment à la barrière fœto-placentaire, par feedback, va réduire la production d'endocannabinoïdes et donc la diminution des facteurs de protection. Ça, je passe, c'est la même chose. Voilà, alors ceux qui veulent voir le détail, en bon français, c'est le gros travail de Marie-Odile Krebs, qui a été publié cette année dans les bulletins de l'Académie nationale de médecine. C'est téléchargeable. Et en gros, il y a deux périodes critiques de plasticité et de maturation neuronale. C'est la période néonatale et c'est l'adolescence. Donc, c'est les deux périodes où il faut impérativement protéger le cerveau des toxiques exogènes et tout, entre autres, du cannabis. Donc là, vous pouvez me faire confiance. Je vais passer extrêmement vite, mais les diapos seront disponibles. Alors évidemment, la technique... Voilà, c'est non linéaire, donc c'est par phase. Des niveaux d'exposition apparemment faibles peuvent avoir des conséquences importantes. Ça, c'est les sources. Ça, c'est des preuves, mais bon. Voilà. Voilà, alors ça, c'est le résumé général. C'est un peu compliqué, mais enfin, globalement, on se rend compte qu'on retrouve dans les modèles expérimentaux chez l'homme et chez les rongeurs. C'est intéressant parce que les rongeurs, si on ne leur donne que du cannabis, on ne connaît que l'effet du cannabis. Tandis que chez les humains, ce qui est compliqué, souvent, quand ils prennent du cannabis, ils prennent d'autres trucs. Ce qui fait qu'il peut y avoir des perturbations liées aux prises concomitantes d'alcool, de je ne sais quoi, enfin, d'autres substances, de speed, d'ecstasy, de tabac. L'avantage, c'est que chez les rongeurs, on contrôle ce qu'ils prennent et c'est cohérent avec ce qu'on remarque chez les enfants humains, c'est-à-dire ce qu'on a décrit tout à l'heure, l'augmentation des troubles de l'attention, difficultés au niveau du développement intellectuel, il y a un problème au niveau des capacités de mémorisation, augmentation d'impulsivité, etc., etc. Et donc en plus maintenant on arrive à avoir les données observationnelles au niveau des systèmes de neurotransmission, mais aussi, alors ce qui est la preuve totale, au niveau moléculaire maintenant, avec des réductions au niveau des récepteurs. Donc on sait à peu près comment ça marche et on sait que c'est vraiment un problème. Alors le devenir des enfants, on l'a vu. La difficulté, c'est que plus on va avoir un problème de neurodéveloppement, plus on va être vulnérable ultérieurement aux stresseurs environnementaux. C'est-à-dire le problème de neurodéveloppement en tant que tel ne suffit pas à déclencher des troubles psychiatriques, mais il va nous rendre plus fragiles à la réaction si on a un stress de vie, un problème de vie, des difficultés sociales, enfin toutes sortes de discriminations et autres. Au final, les personnes qui ont eu ce type de vulnérabilité sont plus à risque à ce moment-là de développer un trouble. Alors les troubles psy, les plus classiques, vous l'aurez imaginé, c'est le déficit de l'attention avec hyperactivité, c'est les troubles de l'apprentissage, les troubles intellectuels, et ces découvertes plus récentes, vous voyez là c'est 2020, une forte corrélation avec les troubles du spectre autistique. C'est une grosse étude, c'est sur tous les nouveau-nés de l'Ontario, donc une région complète, en 2007-2012, sur 661 000 personnes, quand même, c'est des données importantes. Et l'autre, ça je passe un peu la même chose.
Le risque de... Ah, non, ça c'est le résultat. Ah. C'est très ludique ce truc. Ouais. Voilà, c'est merveilleux. Alors ça, c'est chez des enfants qui sont suivis aux États-Unis, c'est d'énormes études de cohorte ABCD, et ça montre schématiquement que les enfants qui sont nés de mamans qui fumaient du cannabis pendant la grossesse ont 2 fois plus de risques de présenter un trouble psychotique que les enfants qui sont nés de mamans qui ne fumaient pas pendant la grossesse. Donc c'est quelque chose à prendre en compte, à savoir au moins pour les professionnels, sachant que là, évidemment aussi, vous pouvez avoir toutes les variables de confusion que vous pouvez imaginer. Je passe et on s'approche de la fin. Les troubles mentaux, je vais parler. Conclusion, prudence. Ah, merveilleux, c'est passé autre truc. Alors, l'usage de cannabis pendant la grossesse fait très probablement courir des risques à l'enfant. Immédiat, on l'a vu, c'est assez bien repéré. Bon, c'est des risques à prendre en compte. Et différé, alors c'est repéré de manière plus récente, parce qu'évidemment, il fallait des études de cohorte pour pouvoir en prendre conscience, de la même façon qu'on a vu ce matin avec les problèmes liés à l'alcool. Les premiers problèmes qu'on a repérés, c'était ceux au moment de la naissance, les dystrophies, des choses comme ça. Et les problèmes développementaux, évidemment, apparaissent dans un deuxième temps. L'autre élément à prendre en compte, c'est que si c'était une question tout à fait marginale, ça ne l'est plus. On peut, par hypothèse, imaginer qu'entre 5-10% peut-être des jeunes femmes qui sont enceintes consomment du cannabis, sont à risque de consommer du cannabis pendant la grossesse, donc c'est quand même assez significatif. Clairement, si on pose la question, elles vont répondre, d'autant plus que c'est quelque chose qui est moins culpabilisé que le reste, mais il faut poser la question, autrement, un risque de ne pas en parler spontanément, évidemment. Et de la même manière, il y a une fausse impression de sûreté qu'il faut pouvoir moduler, disons, en donnant des éléments d'information, sans les dramatiser non plus, mais en disant bon, que c'est des éléments qui doivent être pris en compte. Alors la phrase suivante, l'histoire de Torresi est à prendre en compte. C'est-à-dire, quand j'étais aux États-Unis, c'était au milieu des années 80, et à l'époque, tout le monde parlait des cocaine babies, des crack babies, des cocaine mothers, enfin, qui étaient perçus vraiment comme des démons, ces femmes qui continuent à utiliser de la cocaïne pendant la grossesse. Et ça avait été très stigmatisé sur la base d'études un peu comparables que je suis en train d'évoquer, des études observationnelles de cohorte. Il est apparu ensuite, et donc l'usage de cocaïne pendant la grossesse, en contexte américain, avait été criminalisé. Sachant que la plupart des femmes qui utilisaient la cocaïne pendant la grossesse étaient des femmes noires et de niveau social très modeste. Ce qui fait qu'on peut imaginer que ceux à qui on en voulait, c'était ce public-là plus que le produit. On voit la différence d'attitude par rapport à la tolérance de quelqu'un bonne société comme nous qui boit un peu de champagne de temps en temps pendant la grossesse. On va se dire, bon, après tout, c'est pas si grave. Donc ces travaux-là montrent qu'il y a toujours le risque de confondre les données et les valeurs et la stigmatisation. Parce qu'ensuite, quand on dit les données, une fois qu'elles ont neutralisé les paramètres de critères sociaux, de troubles psy, etc., il apparaît, vous le gardez entre nous, il ne faut pas que ça sorte d'ici, que la cocaïne n'est pas un gros facteur de risque par rapport à une grossesse, à la différence de l'alcool, du tabac et du cannabis. Ce qui fait que du coup, tout le monde a un peu oublié cette affaire-là, mais il y a des mamans qui sont retrouvées en tôle. Et là, du coup, on voit que quand le facteur causal essentiel, c'est la stigmatisation, le fait de les enfermer et aggraver la stigmatisation, et donc le repérage a mené à une aggravation des problèmes. Et donc évidemment, il faut éviter de faire ce genre de confusion. Or pour autant, pour le cannabis, les données sont très robustes, confirmées au long terme, donc c'est vraiment un facteur de risque. En revanche, il ne faut pas confondre facteur de risque et facteur de critique, de jugement, de condamnation, parce que là, au final, on va avoir un effet négatif. Donc, le consensus médical depuis 1992 avec Miles, c'est que les jugements de valeur nuisent à la prévention et à toute intervention positive. On le sait, mais il est toujours bon de le rappeler. Et il faut donc, sans jugement, permettre à ces mamans d'évoquer leur consommation de cannabis, les informer des risques pour les aider à arrêter, ou à tout le moins, à les réduire pendant la grossesse, l'allaitement, etc. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Jean-Michel. C'était vraiment une présentation extrêmement intéressante. Alors, un problème émergent, si on peut dire, même s'il date de 3000 ans, mais on s'en préoccupe aujourd'hui. Donc, je vais passer très rapidement aux questions en juste disant que c'est un problème tellement émergent que, comme on l'a fait pour les troubles causés par l'alcoolisation fœtale, on espère que dans les mois qui viennent, on va développer des tutoriels avec Jean-Michel et d'autres autour de cette problématique pour qu'il y ait un maximum de professionnels qui aient accès aux connaissances essentielles sur ce sujet. Voilà, puisqu'on a la chance d'avoir des personnalités ici qui travaillent beaucoup là-dessus.
Je vous laisse la parole, parce que c'est surtout à vous de parler, sur si vous avez des questions. Bonjour, vous disiez que le cannabis c'est quelque chose d'assez récent, mais ce qu'il y a d'encore plus récent actuellement, c'est le CBD qui arrive assez fortement sur le marché. Qu'est-ce que vous pouvez en dire par rapport au CBD, qui doit être, j'imagine, un cannabidiol, donc du coup avoir les mêmes effets finalement? Je vous remercie. En l'occurrence, les personnes vraiment passionnées par la question pourront suivre le allocution, je ne sais pas comment vous dites, du Coréade, c'est mardi prochain, je crois, c'est sur tabac et cannabis. Et il y a beaucoup de questions qui posent sur le CBD. Donc vous donnerez les coordonnées, c'est Coréade qui organise ça. En l'occurrence, le CBD, c'est le deuxième principe actif en pourcentage, disons, parmi les cannabinoïdes qu'on peut retrouver dans le cannabis, enfin dans la plante cannabis. Le plus fréquent, en gros, c'est le THC, le tétrahydrocannabinol, qui est celui dont je viens de parler, qui est celui qui est problématique pour des tas de raisons, qui a des avantages aussi médicinaux, mais qui a des inconvénients que je viens d'évoquer. En revanche, le CBD, le cannabinol, donc, est un autre cannabinoïde, qui est le deuxième à peu près donc, en quantité, qui lui est dénué d'effets addictifs, hein, c'est quelque chose qui n'accroche pas. En revanche, il est dénué aussi pratiquement de toxicité aiguë. Il n'y a pas de risque particulier à en utiliser. La toxicité nécessiterait des quantités vraiment astronomiques. Et il a des effets psychotropes modérés, autour surtout d'un léger effet anxiolytique. En revanche, il semble qu'il puisse avoir des effets médicamenteux potentiellement puissants, qui intéressent beaucoup l'industrie pharmaceutique aussi, avec comme cible certains troubles épileptiques, notamment chez les enfants, alors typiquement en neuropédiatrie, hein, des syndromes assez rares, mais qui sont mal contrôlés par les médicaments anticommissio classiques, et que dans certains cas, le CBD peut moduler. Et puis l'autre élément, alors qui passionne les psychiatres, c'est qu'il est apparu dans plusieurs études randomisées contre placebo, que ça pourrait être un traitement adjuvant dans les troubles psychotiques, c'est-à-dire que ça pourrait avoir un effet bénéfique. Et une des hypothèses d'ailleurs, c'est que peut-être, l'une des raisons pour lesquelles le cannabis plante ne rend pas tout le monde psychotique quand on en consomme, c'est parce qu'il y a du CBD qui vient atténuer en fait l'effet psychoticogène du THC. On le voit maintenant que les cannabinoïdes de synthèse se développent, donc où ils sont beaucoup plus concentrés, plus puissants que le THC du cannabis plante, et où ils sont purs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas contrebalancés par du CBD, que finalement on a beaucoup plus de complications au plan psychiatrique, toxicité aiguë. Alors là où la question CBD est intéressante, c'est qu'un certain nombre de jeunes femmes qui sont très affûtées sur le cannabis, parfois plus que des professionnels. Alors il y a beaucoup qui ne le sont pas du tout, ou ce qu'on vient de dire, elles ne le savent pas. Mais il y a un certain nombre de femmes enceintes qui prennent du cannabis, qui vont sur Internet, etc. Les études dont je parle là, elles ne sont pas secrètes, hein, et qui mesurent que peut-être il y a un problème, elles n'ont pas envie de renoncer au cannabis, et donc elles essayent des substitutions avec du CBD, par exemple, quitte à utiliser quelque chose pendant la grossesse, ça fait une compensation, et souvent sous forme de vaporisation, etc. Alors pour le moment, on n'a pas de données. Par hypothèse, on peut imaginer que c'est moins dangereux, puisque ce qui est perturbateur, semble-t-il, au niveau du neurodéveloppement, c'est beaucoup plus le THC. Mais ce n'est pas une certitude totale. C'est-à-dire le CBD étant enfin c'est un peu compliqué, mais une étude de Marseille, de l'INSERM, avait montré qu'une des autres utilités des endocannabinoïdes, c'est de protéger le fœtus et le nouveau-né du risque convulsif, puisque les bébés risqueraient beaucoup de convulser parce que l'équilibre GABA en fait, a un effet un peu inverse que chez les adultes. Et on peut imaginer que s'ils ne convulsent pas en permanence, c'est en partie parce qu'il y a des endocannabinoïdes. Or, le CBD est antiépileptique. Donc, est-ce qu'il ne joue pas aussi un rôle protecteur? Auquel cas, si on en prend un, est-ce qu'il va être... Vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire d'études expérimentales chez l'homme, évidemment, encore moins chez les femmes enceintes. Chez les animaux, c'est en cours, il n'y a pas vraiment de réponse. Par hypothèse, on peut penser que si une maman n'est vraiment pas à même d'arrêter ou de réduire sensiblement le cannabis, c'est a priori, au jour d'aujourd'hui, mais je n'engage que moi, hein, c'est peut-être moins dangereux, effectivement, qu'elle essaye de prendre du CBD, mais là aussi, sans doute, dans la perspective de diminuer et d'arrêter. Ça peut être une forme de substitution douce. Alors, j'ouvre une autre parenthèse. Beaucoup d'usagers de cannabis essayent le CBD pour arrêter le cannabis. En général, ça ne marche pas.
Alors il y a des personnes avec qui ça fonctionne, la plupart vous disent mais c'est n'importe quoi ce truc, c'est nul, et le goût, enfin, c'est souvent très décevant, mais il faut essayer. Il y en a certains pour qui ça fonctionne. Alors il y a ensuite tout le commerce autour des liquides, où eux essayent d'éviter justement les applications médicales, parce qu'autrement ils entreraient dans le champ du médicament, ils seraient interdits, alors qu'actuellement c'est en vente libre. Donc ils vendent ça beaucoup plus sous forme de bien-être. Ça rejoint un peu ce que disait ma jeune femme du début, c'est-à-dire que ça l'aide à être un peu plus détendu. Le stress, c'est pas bon non plus pour le bébé. Donc effectivement, s'il y a des choses qui font baisser le niveau de stress, pourquoi pas. Alors navré de ne pas pouvoir être plus précis, mais je vous donne les éléments de réflexion. En fait, on ne sait pas, c'est sans doute moins pire. Donc encore une question, éventuellement. S'il n'y a pas de questions, on va enchaîner. Ouais.